Que se passe-t-il quand un président annonce qu'il est en train de gagner au moment précis où ses adversaires lui démontrent le contraire en direct sur satellite, avec des images que personne dans les grands médias américains ne vous montre? Ce lundi matin, Donald Trump a appelé une chaîne de télévision israélienne, pas CNN, pas NBC, une chaîne israélienne, Channel 12, et il a dit, je cite presque mot pour mot, « Nous sommes en discussion profonde, puissante, très puissante avec l'Iran. Les médiateurs m'ont demandé de laisser une chance à la diplomatie. Je crois que les Iraniens veulent un accord, mais le temps est très court. Si ça n'aboutit pas, je suis prêt pour des frappes militaires fortes et puissantes. » Voilà ce que Trump a dit. Même heure, Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères prend la parole. Et il dit textuellement, ne prêtez pas attention aux déclarations de Trump dans les médias. Nous n'avons aucune négociation avec les États-Unis. Les seules discussions que nous menons en ce moment sont avec Oman sur les modalités du contrôle iranien du détroit d'Ormuz. Les États-Unis se débattent. L'Amérique est en train de se noyer dans son propre chaos. 2 déclarations, même moment. Une seule peut être vraie. Et pendant que ce jeu de miroir diplomatique se joue, au même moment, en Arabie Saoudite, 3 raffineries brûlent. Dans cette vidéo, on va regarder 2 choses. D'abord, le mensonge en direct, et on va voir qui ment, preuve à l'appui. Ensuite, la vraie catastrophe que les médias mainstream américains n'ont pratiquement pas couverte, ce que les Houthis ont fait à l'infrastructure pétrolière saoudienne en moins de 72 heures, et ce que ça signifie concrètement pour les marchés, pour le prix de votre carburant et pour la crédibilité américaine dans une région qui tient une partie de l'économie mondiale entre ses mains. Petite précision qui a son importance. Les images satellitaires dont je vais vous parler, Sentinelle, 2, satellite Beijing, 3A, sont des données publiques. Ce ne sont pas des fuites, ce ne sont pas des théories. Ce sont des captures orbitales que n'importe quel analyste peut consulter et qui contredisent de façon assez spectaculaire ce que l'Arabie Saoudite et Washington ont dit publiquement ce même jour. Commençons. Trump a donc appelé Channel 12 Israël. Ce détail mérite qu'on s'y arrête une seconde. Le président des États-Unis, face à une crise géopolitique majeure au Moyen-Orient, choisit de faire ses annonces à une chaîne israélienne, pas à la presse américaine, pas à Reuters ou à l'AFP, à Channel 12. Pourquoi ? Parce que Channel 12 est favorable à Netanyahou, parce que Netanyahou était en route pour Washington ce même jour, sa 8e visite à Trump depuis l'élection, plus qu'aucun autre dirigeant mondial, et parce que Trump voulait contrôler le message avant que Netanyahou arrive dans son bureau. Netanyahou lui-même l'a posté fièrement. Je suis en route pour Washington pour rencontrer mon ami, le président des États-Unis. C'est ma 8e rencontre avec lui depuis son élection. Plus qu'aucun autre dirigeant international. C'est un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. Je pars avec un objectif clair, assurer la sécurité, la force et l'avenir de notre chère nation. Israël first, avant l'Amérique. Pendant que les Américains, eux, continuent de financer des guerres sans fin au Moyen-Orient. Mais revenons à ce que Trump a dit à Channel 12. Il a utilisé un vocabulaire très précis. Des discussions profondes, puissantes, très puissantes. C'est la rhétorique des superlatifs vides, celle qu'il utilise depuis des années pour donner l'impression que les choses bougent quand elles ne bougent pas. Des discussions très puissantes. C'est l'équivalent diplomatique de dire que son steak était le meilleur steak qu'il ait jamais mangé. Ça ne veut rien dire. Sauf que là, il parle de la politique étrangère américaine dans une région où une erreur coûte des milliers de vies. Et Téhéran a répondu, sans ambiguïté. Le porte-parole iranien a dit « Les seules négociations que nous menons, qui peuvent parfois faire l'objet d'interprétations différentes, ce sont celles que nous avons avec Oman. » Ces discussions portent sur les arrangements nécessaires concernant le détroit d'Ormuz. Nous ne permettrons jamais aux États-Unis d'ouvrir leur propre route dans le détroit d'Ormuz. Nous le contrôlons. Nous ne l'abandonnerons jamais. Attardez-vous une seconde là-dessus. L'Iran ne dit pas « nous n'avons pas encore conclu, d'accord ». L'Iran dit « nous ne parlons pas du tout avec les Américains ». Ce n'est pas une nuance de négociation. C'est une contradiction frontale et publique. Et ça change tout à la lecture de ce que Trump a dit. Parce que là, certains d'entre vous vont me dire peut être que Trump bluffe pour créer une pression de négociation. C'est une tactique classique, non ? Peut être qu'il exagère délibérément pour forcer les Iraniens à réagir. Regardons les faits de terrain. Le même porte-parole iranien a ajouté quelque chose de très révélateur. Il a dit « Je ne sais pas comment vous pensez que les États-Unis gèrent cette guerre. »
Une guerre qui était supposée mener à l'effondrement de l'Iran en 3 jours, forcer l'Iran à capituler, et pourtant, après 5 mois, les États-Unis sont enlisés dans un bourbier de leur propre fabrication. Ce n'est pas de la gestion de guerre. Commettre des crimes de guerre de temps en temps et en être fier, c'est simplement se débattre dans une humiliation de leurs propres mains tentée par le régime sioniste. Ce n'est pas un communiqué diplomatique mesuré, c'est une gifle publique. Et maintenant, regardez ce que Trump faisait la nuit précédente. La nuit avant cet appel à Channel 12, Trump postait des images générées par intelligence artificielle sur ses réseaux. Des images de lui en tenue militaire victorieux, des images accompagnées de textes du genre « Nous avons gagné, nous avons battu l'Iran, nous envahissons l'île de Kish ». L'île de Kish, une île iranienne. Dans le golfe Persique, voici ce que vous devez comprendre sur ces images. Ce ne sont pas des fanfaronnades ordinaires. Quand un président en exercice face à une crise militaire active passe sa nuit à poster des visuels IA de victoires fictives sur les réseaux sociaux, ça ne dit pas quelque chose sur l'Iran. Ça dit quelque chose sur l'état mental et stratégique de la Maison-Blanche. Et c'est là que le tableau change, parce que la vraie raison pour laquelle Trump jouait à ce jeu de communication cette nuit-là, la vraie raison pour laquelle il avait besoin de crier victoire, c'est que les États-Unis, selon plusieurs sources citées dans la couverture américaine indépendante de cet événement, avaient épuisé leurs munitions de précision, avaient épuisé leurs intercepteurs. Trump avait été contraint de facto de réclamer un cessez-le-feu, pas de le proposer comme geste diplomatique, de le réclamer parce qu'il ne restait plus rien à tirer. Quand vous n'avez plus de munitions, la seule arme qui reste, c'est le narratif. Ce lundi, même le narratif s'est effondré. Et ce premier film n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que pendant que ce duel de communiqués se jouait entre Washington et Téhéran, en Arabie Saoudite, des choses très concrètes et très visibles depuis l'espace étaient en train de se passer. Et presque aucun grand média américain n'en parlait. Le complexe pétrolier d'Abqaiq, le plus grand centre de traitement de brut au monde, propriété de Saudi Aramco, situé dans l'est de l'Arabie Saoudite, à l'entrée du pipeline Est-Ouest. Ce complexe traite en temps normal entre 5 et 7% de l'approvisionnement mondial en pétrole. 5 à 7%. À lui seul. Une installation, ce lundi, Abqaiq brûlée. Les images Sentinelle, 2 satellites européens d'observation de la Terre, données publiques, montraient une colonne de fumée massive au-dessus du site. Des traces de combustion visibles depuis l'orbite, des impacts multiples sur les infrastructures. Mais attendez, c'était pas tout. Le port de Yanbu, à l'autre extrémité du pipeline Est-Ouest, sur la côte de la mer Rouge, frappé par les Houthis quelques jours plus tôt, déjà touché. Ce qui signifie que le pipeline Est-Ouest saoudien, conçu précisément pour contourner le détroit d'Ormuz, avait maintenant ses 2 extrémités endommagées et brûlait aux 2 bouts simultanément. Et une troisième installation, la raffinerie Jazan, dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, frappée par des missiles balistiques Houthis plusieurs jours plus tôt, et brûlant encore. Les images Beijing, 3 satellites chinois d'observation civile, là encore données publiques, montraient la raffinerie Jazan toujours en feu 3 jours après les premières frappes. Et frappée, à nouveau, ce même lundi. Des réservoirs de stockage supplémentaires atteints. L'Arabie Saoudite, elle, a publié un communiqué officiel. Elle a dit que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté tous les drones, que ces drones venaient d'Irak, pas du Yémen. Les satellites disaient le contraire. Et vous pourriez vous dire, mais l'Arabie Saoudite n'est-elle pas censée avoir les meilleurs systèmes de défense antiaérienne américains, les Patriot, les TATAD? Comment est-ce possible que des missiles Houthis perçant ces défenses? C'est la bonne question. Et la réponse est inconfortable. Les Houthis ne visent pas de la même façon qu'en 2019. Leurs frappes sont plus nombreuses, plus saturantes, coordonnées pour déborder les capacités d'interception. Et les systèmes de défense saoudiens ne sont pas illimités. Chaque interception consomme un stock fini. Si vous envoyez 50 drones simultanément depuis plusieurs directions, même le meilleur système du monde laisse passer. C'est de l'arithmétique militaire, pas de la magie. Ce sentiment que vous aviez que quelque chose clochait dans la version officielle saoudienne, que c'était trop propre, trop rassurant, que quelqu'un voulait vous faire croire que tout avait été intercepté alors que les colonnes de fumée étaient visibles depuis l'espace. Ce sentiment avait de bonnes raisons d'exister. Et si vous avez suivi
les couvertures de la chaîne CENTCOM américaine ces derniers mois, vous savez que ce pattern n'est pas exclusivement saoudien. On ment sur les succès d'interception, on minimise les impacts, on recadre les défaites comme des pseudo-victoires. Ici, en France et au Canada, si vous vous contentez des grandes chaînes d'information, cette mécanique-là, vous ne la voyez jamais. Parce que personne ne vous la montre. Maintenant, regardons ce que les Houthis ont réellement accompli en moins de 72 heures, parce que c'est là que la stratégie derrière tout ça devient visible. L'Iran tient le détroit d'Ormuz, c'est établi, c'est documenté, ça fait partie des leviers stratégiques iraniens depuis des décennies. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. Si l'Iran le ferme ou simplement menace de le fermer de façon crédible, c'est l'économie mondiale qui tremble. Ce n'est pas abstrait. C'est votre prix à la pompe à Paris ou à Montréal. Les Houthis, eux, contrôlent Bab el-Mandeb, le détroit à l'entrée sud de la mer Rouge entre le Yémen et Djibouti, 2 points d'étranglement, 2 verrous sur les routes maritimes du pétrole moyen-oriental. Et les Saoudiens avaient construit quelque chose pour contourner ces 2 verrous. Le pipeline Est-Ouest, un pipeline qui transporte le brut de la côte est saoudienne abchaïque jusqu'à la côte ouest Yanbu sur la mer Rouge, sans passer par le golfe Persique ni par Ormuz. Ce lundi, ce pipeline n'existait plus fonctionnellement. Abchaïque endommagé à l'est, Yanbu endommagé à l'ouest. La solution de contournement saoudienne venait d'être annihilée chirurgicalement. Et on entend régulièrement des experts, appelons-les les experts commodes, ceux qu'on invite sur les plateaux, pour rassurer les marchés, dire que l'Iran n'a pas vraiment de carte à jouer, parce que dans quelques années, les nations du Golfe vont construire de nouveaux pipelines, de nouvelles infrastructures pour faire définitivement le tour du problème. Que dans 5 ans, dans 10 ans, Hormuz ne sera plus un levier. Voilà la réponse à cet argument. Les Houthis et l'Iran sont en train de vous montrer exactement ce qu'ils feront de ces nouvelles infrastructures si elles sont construites. Ils les brûleront. Systématiquement, méthodiquement, à chaque escalade américaine, ils monteront d'un cran. Et vous pensez vraiment que dans 5 ans, dans 10 ans, alors que ce conflit n'est toujours pas résolu, ils vont laisser ces nouvelles infrastructures opérer tranquillement? L'Arabie Saoudite peut construire 10 pipelines de contournement. L'Iran et les Houthis en détruiront 10. Il y a un deuxième chapitre à cette histoire et il change toute la portée du premier. Ce même lundi, à Moscou, la Douma d'État russe se réunissait. Et le président de la Douma a ouvert la séance avec une déclaration sur l'étape historique que traverse la Russie. Poutine a réaffirmé que la Russie atteindrait tous ses objectifs dans ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale. Pas un mot de cessez-le-feu, pas d'ouverture diplomatique, aucun signal de négociation. C'est pas un hasard de calendrier, regardez la séquence. Poutine observe ce qui se passe au Moyen-Orient, Xi Jinping observe ce qui se passe au Moyen-Orient, Kim Jong-un observe ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ce qu'il voit, c'est le parapluie de sécurité américain qui se fissure en direct. Il voit les États-Unis à court d'intercepteurs, il voit Trump réclamer un cessez-le-feu parce qu'il n'a plus les moyens de continuer militairement, il voit des images satellites montrer que la stratégie américaine en Iran a produit exactement l'inverse de ce qui était annoncé, pas un Iran affaibli et soumis en 3 jours, mais un Iran qui contrôle désormais les routes maritimes du pétrole mondial de façon plus solide qu'avant le début des opérations. Et pendant que Trump poste ses images IA de victoire sur Truth Social, ces puissances calculent ce que ça signifie pour leur propre pari stratégique. Poutine calcule ce que ça dit sur l'Ukraine. Xi calcule ce que ça dit sur Taïwan. Et nous, en France et au Canada, on devrait calculer ce que ça dit sur les engagements OTAN. Parce que si le parapluie de sécurité américain montre des signes d'épuisement réel au Moyen-Orient, pas de rhétorique, pas de com, mais un épuisement documenté en munitions et en capacité d'interception, la question se pose naturellement, quelle est la valeur réelle de la garantie de sécurité américaine à ses alliés si ça venait à être testé? C'est la question que les chancelleries européennes posent en ce moment, et c'est pas rhétorique. L'argument le plus solide des défenseurs de Trump, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence, c'est que malgré tout ce chaos, les prix du pétrole n'ont pas explosé, les marchés ont tenu, et les États-Unis ont au moins évité une escalade terrestre directe avec l'Iran. Qu'une diplomatie imparfaite vaut mieux qu'une 3e guerre du Golfe. Et que
Trump, en fin de compte, a obtenu un cessez-le-feu, là où d'autres administrations auraient pu être envoyées des soldats. Ce n'est pas rien. C'est un argument sérieux. Sauf que les prix du pétrole ne reflètent pas encore la destruction d'Abqaiq. Les marchés n'ont pas encore intégré que 5 à 7% de l'offre mondiale de brut vient d'être temporairement mise hors service. Il y a toujours un délai entre la destruction physique et son impact sur les prix. Ce délai est en train de se résorber. Ce que vous n'avez pas encore vu à la pompe, vous allez le voir dans les prochaines semaines. Et ne pas perdre une guerre totale en 48 heures, ce n'est pas gagné. C'est simplement ne pas avoir perdu encore. Et pour l'instant, cette distinction échappe complètement au narratif officiel. Revenons à la question qu'on s'est posée en ouvrant cette vidéo. Trump annonce des négociations très puissantes. L'Iran dit que ces négociations n'existent pas. Les satellites montrent 3 raffineries en feu. Qui est en train de gagner ce moment? Pas celui qui poste des images IA de victoire à 3 heures du matin. Ce que l'Iran a exécuté en 72 heures, c'est une réponse doctrinale à chaque frappe américaine, montée d'un cran sur l'escalade en ciblant quelque chose qui coûte plus cher à défendre qu'à attaquer. Abqaiq, 2019, vous vous souvenez? Les États-Unis avaient dessiné une ligne rouge, l'Iran avait attendu. Et en 2025, avec les Houthis comme bras armés, ils ont refait exactement la même chose, en plus chirurgical, en plus coordonné, en ciblant simultanément les 2 extrémités du seul système de contournement qui existait. C'est pas de l'improvisation, c'est une doctrine d'épuisement. Et cette doctrine fonctionne, c'est pas une coïncidence isolée. C'est un schéma observable, documenté, qui se répète depuis 2019 avec une précision croissante à chaque itération. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas seulement la situation immédiate au Moyen-Orient, c'est ce que la réussite de cette doctrine d'épuisement signale à tous les autres acteurs qui regardent. Poutine, Kim, Xi, ils ne regardent pas les images IA que Trump poste, ils regardent les images satellites. Et ces images leur disent que la puissance militaire américaine a des limites concrètes, mesurables, qui sont en train d'être testées et atteintes en temps réel. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Netanyahou arrive à Washington. Les Houthis ont annoncé qu'ils continueraient à frapper. L'Iran n'a toujours pas dit qu'il négociait quoi que ce soit. Et les réserves d'intercepteurs américains, elles, ne se reconstituent pas en une nuit. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les automobilistes européens et canadiens qui vont absorber le premier choc visible dans les prochaines semaines à la pompe, sur les tickets de caisse, dans les coûts de transport, pendant que les porte-paroles, eux, continuent de parler de discussions profondes, puissantes, très puissantes, pour ne rien rater de la suite de cette histoire, parce que la semaine qui commence va être déterminante. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître. On continue à suivre ça ensemble.